Que ces paillettes symbolisent l'âme de Jean, sa vie, ses engagements, son histoire. Mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici dans mon petit appartement. Alors, je vous raconte tout. Agitateur maoïste, activiste homosexuel et drogué. Non mais j'ai toujours été un déraciné. Je suis un griot, monsieur. J'ai pas de pouvoir, mais c'est moi qui raconte. C'est vrai. Voilà, ça me suffit. Hein. Personne ne relit mes discours. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Mais qui est différent? Les homosexuels ou les hétérosexuels? C'est-à-dire que je connaissais le Jean de Guépier surtout. J'avais aussi connu le Jean de Aide, mais j'ai découvert celui du mouvement de gay libération homosexuelle. J'ai découvert aussi celui de la déportation. Donc ça a été effectivement une rencontre très riche. J'essaie de me rappeler comment je t'ai rencontré. Eh ben moi, j'en sais rien. Moi, ce que je peux dire sur Jean, c'est que j'ai jamais été d'accord avec lui politiquement. Je ne suis pas dans un double personnage. Je ne suis schizophrène que quand je m'amuse. La biscotte! Non, mais en même temps, ça me faisait peur quand même. Mais on n'avait pas peur. J'ai pas choisi mon corps. J'ai pas choisi d'être un homme. Je suis homosexuel, mais je suis furieux de l'image des homosexuels qui rasent les murs. D'abord, je suis un traître à ma classe, comme on dit. Mais je ne savais pas qui j'étais en plus. Je ne savais pas qui j'étais, mais il n'est pas évident que j'avais envie de m'accepter. Pourquoi faudrait que j'ai l'air viril? Malgré ma culpabilité, je ne voyais pas pourquoi j'aurais pas le droit d'exister. Il faut mettre de l'ordre dans le désordre. C'est tout. C'est le bordel de ma vie. Ouais. Chers amis. C'est vrai que je ne connais pas en France de personne qui a été dans tous ces mouvements à la fois, aussi présente et aussi engagée. On en parlera dans le film. J'avais bien compris que j'étais un ennemi de la bourgeoisie et que je m'exprimerais un jour. J'avais rien à faire. J'étais en prison. Mon père militaire, les horaires étaient là. Tout était, même le repas du vendredi, du jeudi, du samedi, la bonne, le chauffeur, tout était réglé comme dans une caserne ou dans un bateau de la Marine nationale. Je n'avais rien d'autre à faire qu'à être le gentil garçon objet fétiche de la bourgeoisie. On m'avait préparé une très très bonne carrière de lycée, de faculté, j'étais au conservatoire, j'étais un bon pianiste, j'étais beau gosse. On n'avait plus qu'à me présenter 2-3 jeunes filles de la bourgeoisie bordelaise. Voilà, mon destin était tracé. Dans ce qui commençait à être une haine de mon père, je crois que j'ai été au bord de grosses bêtises, puisque mon père, dans son bureau, avait un revolver. Il était le symbole de l'ordre. Il était le symbole surtout douloureux d'une absence de tendresse.
Il était le symbole de l'absence, il était le symbole de... pas d'une hétérosexualité triomphante, mais je voyais très bien que le chemin serait ardu pour pouvoir dire que j'étais homosexuel et pour pouvoir faire qu'il l'accepte. Et je croyais le chemin beaucoup plus difficile que ça. Et en fait, ça s'est mieux passé avec lui qu'avec ma mère. Est-ce que c'était la haine de moi? C'est-à-dire que moi, j'étais trop, que j'avais... Il n'y avait pas ma place avec mes convictions. Donc il fallait que je disparaisse. Donc j'ai vraiment pensé au suicide. Quand les jeunes lesbiennes ou les jeunes gays se découvrent homo, souvent à l'adolescence, ils sont évidemment vulnérables en tant qu'ados, mais d'autant plus vulnérables parce que doublement vulnérables au sein de leur famille, au sein de la société. Et donc ce n'est ni dans l'un ni dans l'autre milieu qu'ils pourront trouver les soutiens moraux et sociaux. Et puis je commençais à devenir plutôt cinglé, quoi, parce que je ne parlais à personne. Donc un délire solitaire amène assez vite à quelque chose de psychotique. Et mon père, un jour, m'a écrit, avant qu'il ne décède, hélas, il y a presque 3 ans, il m'a dit, quand tu étais tout petit, tu étais complètement colérique. On t'a dit, dis maman, et je disais non. Dis papa, et je disais non. Et donc mes parents ont eu beaucoup de fil à retordre avec ma petite personne. Je me suis ennuyé dans mon adolescence, mais j'ai pas perdu mon temps. J'étais enfermé, je savais pas où fuguer, j'avais envie de fuguer, mais je savais pas où fuguer. Mais en attendant, je crois que j'ai lu la moitié de la littérature française, qui m'a été un bagage. Quand je sortirai dans la liberté, ce que j'ai fait à 22 ans, bon, j'avais un bagage pour comprendre les relations humaines, même si j'avais passé une adolescence entière à ne parler à personne. Au lycée, enfin, quelqu'un s'approche de moi. On était en philosophie, j'avais 18 ans et j'étais premier en philosophie. Et ce jeune homme s'approche de moi, il me dit « Mais tu es qui? Toi, tu parles à personne ?» Et un jour, je suis d'accord d'aller prendre un café avec lui. Et là, il me raconte sa vie, qui, elle aussi, ressemble à la mienne. Il s'appelle Charles, ce jeune homme. 20 ans après, je le reverrai, il reconnaîtra qu'il était amoureux de moi, mais qu'il n'osait pas, quoi. Toujours ce discrédit, cet aspect péjoratif que l'homosexualité peut trimballer. Et là, tout d'un coup, très spontanément, surtout après ma déception amoureuse, j'ai pris la plume et je me suis mis à écrire. Je me promène dans la bibliothèque de mon père, cette grande bibliothèque un peu sinistre. J'y trouve effectivement la culture, la littérature habituelle, on va dire officielle. J'ai lu quelles étaient les intrigues chez Balzac, j'ai lu quels étaient les cris de la pauvreté chez Zola, j'ai su comment fonctionnait cet univers qui était très loin de moi, que je n'avais pas encore éprouvé. Je suis absolument fasciné par Simone de Beauvoir. Je trouve que à un genre près, je vis la même chose, et donc je lui écris, et elle me répond une très très jolie lettre. J'étais absolument fou de joie, c'est-à-dire que entre la sacralisation d'un livre et la personne derrière qui prend le temps de vous répondre, pour moi j'étais absolument illuminé jusqu'au bout de ma vie. J'ai fait un concert le 3 mai 68 avec d'autres pianistes au Grand Théâtre de Bordeaux, et le 8 mai 68 j'envahissais avec les étudiantes de Bordeaux le même Grand Théâtre où j'avais joué quelques jours auparavant. Donc là, tout d'un coup, quelque chose basculait formidablement. Et je pars avec une grande tristesse parce que je sais que j'abandonne tout, là. Mes amours, même meurtris, mon adolescence, et qu'il va falloir que je me démerde tout seul. Avec des détails complètement loufoques, c'est-à-dire je ne sais même pas me faire cuire un œuf. Je ne sais pas repasser une chemise, je ne sais pas faire une lessive, je ne sais rien faire. Tout d'un coup, je passe de la grisaille bordelaise avec sa flotte et sa Garonne où je voulais me jeter du pont de Pierre à la Costa, la baie des Anges. Et à cette époque, 21 ans, je puis vous dire que je n'avais jamais serré dans mes bras quiconque.
Et je ne pense pas que je souffrais de cette notion de pucelage. Mais c'était quand même une double peine pour moi. Et là commence un grand moment de liberté, de délire, de nouvelles amitiés. Un soir, je rentre dans le jardin Albert Ier. Et je me dis, là, Coco, tu bouges, hein, parce que tu as osé arriver jusque-là, et ben tu Il va falloir en faire quelque chose. Tu prends le premier détail que tu croises dans les allées de ce jardin, et je vois tout d'un coup un jeune homme qui avait des chaussures jaunes. Sans doute qu'il avait acheté ça en Italie hors de prix, à Milan, sans doute, en cuir. Alors j'ai oublié de lui demander la marque. Et j'ai suivi les godasses. On est sorti du jardin, il m'a dit on va chez un ami. J'ai dit ok et tout. Bon, on s'est retrouvés au Plumard. Et je me suis aperçu que non seulement j'avais pas joui, mais que lui, il m'avait enculé 3 fois dans la nuit. Ce qui fait un baptême du feu assez hard. Et ben, j'étais content. Je suis très heureux, après j'ai un peu abusé du LSD et puis après j'ai arrêté, mais je suis très heureux d'avoir rencontré, pas les fantômes de moi-même, mais des autres moi-même, dans une espèce d'identité plurielle, sans prendre le risque que j'ai pu prendre à certains moments de devenir complètement schizophrène. Je suis pour l'identité collective. Mais mai 68, c'était une identité collective. 68, ça a été un immense cri du genre De Gaulle va-t-en, quoi. La révolution en marche, promise par les meneurs du quartier latin, fait naître pour la première fois dans la communauté homosexuelle l'espoir. Celui de sortir de la clandestinité, celui de ne plus être montré du doigt. Dans tous les cris de cette jeunesse, je pensais que j'aurais ma place. Je ne l'ai pas eu sur le différentiel homosexuel. Il a fallu attendre quelques années de plus. Le phare en 71, où là on commence vraiment une sorte de militantisme gay. On entend quelque chose de nouveau. On attend, il ne faut pas raser les murs, il ne faut pas avoir honte d'être homosexuel. Vous pensez que tous les PD sont des putains? Se prostituent? Pourquoi il le ferait alors? Il faut vivre sa sexualité ouvertement. Le mouvement des femmes est né en 71, le mouvement homosexuel est né en 71. On était les uns et les autres en révolte vis-à-vis d'une société et puis même de nos situations de famille aux uns et aux autres qui ne convenaient pas. Les homosexuels français décident de passer à leur tour à l'action. Jean Le Bitou est l'un d'entre eux. Avec ses camarades, ils fondent en 1971 à l'école des Beaux-Arts le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc il y a eu une génération, justement la génération des GLH, groupe de libération homosexuelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une répression, s'il faut se libérer. C'est qu'il y a une oppression. Il y a 2 sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà 2 choses différentes. On ne parlait pas d'homophobie à l'époque, mais c'était ça l'enjeu. Donc des gens comme Jean ont été très importants dans cette histoire. Notre discours était extrêmement politique et évidemment faisait fuir les bourgeois homosexuels. Néanmoins, il nous fallait indiquer que nous avions un aspect culturel. Moi, j'ai toujours respecté les gens du phare, les gens du GLH, les gens du QR, parce qu'ils avaient été là pour vraiment affronter des problèmes graves qu'il fallait affronter pour aider la condition des homosexuels. Et donc, on voulait et on était porté par des idées nouvelles, bien sûr, les idées situationnistes avec Raoul Vaneigem, traité du savoir-vivre à l'égard des jeunes générations, et Guy Debord avec la Société du spectacle. On se récite toujours les plus belles phrases des situationnistes. Et nous sommes toujours convaincus que nous sommes dans une société qu'ils avaient prévue dès 1965, avant 68, que ça serait une société de consommation. D'une société de la vitesse de la communication au moment même où on n'a plus grand-chose à se dire. Les intermédiaires se sont mis entre les gens alors qu'ils prétendaient faciliter la communication. Aujourd'hui, elle est mondiale, mais il n'y a jamais eu autant de guerres fratricides. Donc c'est au détriment du voisinage, et ça c'est extrêmement cruel. Et nous, on était dans une société qui était vraiment vieille,
avec une jeune génération à qui on enseignait un peu 2-3 petites choses. Qu'est-ce que c'est cette société de consommation qui n'a qu'une obsession, c'est de circuler. Circuler, il n'y a rien à voir. Et les gens bougent, mais les gens ne se rencontrent pas. Je vais de communauté en communauté. Ça veut dire aussi que je ne sais absolument pas si je veux rencontrer quelqu'un. Tous les gens arrivaient avec leur névrose, leur machin. Il y avait, il y avait un malfrat qui s'était évadé de la prison qu'on hébergeait. Et ça s'est dégradé, parce qu'au fur et à mesure que le militantisme s'épuisait, nous concernant, que les flics n'arrêtaient pas de nous surveiller et que ces petits gangsters commençaient à foutre vraiment la poisse, quoi. Je suis absolument hostile à la notion du couple. Je trouve que c'est une photocopie de la petite bourgeoisie. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la double vie, c'est le camouflage. Et tu camoufles jusqu'aux gens proches, les plus proches de toi. C'est-à-dire, je me serais marié, oui. Et alors, et j'aurais fait des enfants, mais ces enfants, ils auraient pensé quoi de moi? Et ma femme, elle se serait pas sentie trahie. Et je pense que quand on commence à se cacher, on fait des dégâts en face. Donc le combat contre l'homophobie, il est très 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 loin d'être acquis et il a fallu des gens comme ça dans les années 70 pour le lancer et bien le lancer. Nous avons mis en place, dès 1977, avec la protection de Frédéric Mitterrand, un festival de films à l'Olympique Entrepôt. En janvier 1978, on voulait frapper fort, on n'était plus dans le 14e arrondissement, on était derrière le jardin de Matignon de Monsieur le Premier ministre. Derrière, il y a un magnifique cinéma qui est une ancienne pagode. L'extrême droite ne supporte pas cela. Le pouvoir giscardien est très nerveux. Ils sont persuadés qu'ils vont perdre les élections législatives et donc tous les coups sont permis. Donc l'extrême droite, Jeune Nation, attaque le festival de la pagode. Ils arrivent avec des matraques, ils piquent la caisse et ils rentrent dans la pièce obscure avec des poches d'encre rouge. Et ils les jettent, et le temps que la lumière soit rétablie dans la salle obscure, tout d'un coup, les gens ils sont persuadés qu'ils sont pleins de sang. Ce sont des méthodes nazies classiques. Et c'est dans ce cadre-là, avec Guy Hockenghem, que nous sommes dit il faut aller plus loin que le culturel, il faut aller plus loin que la vie des communautés, il faut aller plus loin que contester la vie nocturne gay, il faut demander une réforme du code pénal français. Et il y a dans le code pénal français, à l'époque, il y avait l'article 331 qui était très discriminant sur les homosexuels, et qui avait été mis en place par le maréchal Pétain en 1942. Voilà. Mais on n'a pas été élu député de France, puisqu'on n'avait même pas de quoi fabriquer des bulletins. C'était uniquement situationniste, c'était uniquement pour le geste, pour alerter les politiques qui avaient oublié une vieillerie de 1942 dans le code pénal. Et après, il faudra simplement attendre tranquillement 3 ans l'arrivée de François Mitterrand pour que enfin cette loi, et il l'avait promis dans sa campagne, soit abrogée. Les élections n'ont servi qu'à ça. Et Guy avait un grand ami qui s'appelle Copy, grand dessinateur et grand homme de théâtre, qui nous avait fait l'affiche. J'avais rédigé les petites bulles de la dame assise, mais elle a été placardée dans tout Paris, dans les arrondissements où nous étions candidats. Voilà, c'est donc ici, au 188 boulevard Voltaire, qu'une tribu s'est installée. On était 5. Si on veut changer
la culture gay ou le militantisme gay, il faut créer des médias, il faut créer des journalistes, il faut créer des revues qui puissent expliquer ce qu'on est. Je commence à comprendre comment fonctionne un journal. Et là, je vais voir Gérard Vapreau, avec qui j'avais eu une liaison avant, qui est un comptable avéré, Je lui dis, voilà, écoute, moi je m'occupe des journalistes et toi tu t'occupes de la structure, s'il te plaît, est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Et il me dit oui. Le plus ancien, le Guêpier, tire à 45 000 exemplaires. Fondé par Gérard Vapreau et Jean Le Bitou, il fonctionne avec 25 permanents qui se veulent bien sûr militants, mais avant tout journalistes. Guêpier, c'est l'histoire d'un nouveau journalisme dans le sens où, en 78, un an avant, les homosexuels ont subi une censure. 3 semaines avant les élections législatives, Monsieur le Président de la République, Giscard d'Estaing, a décidé d'en finir avec une presse différente qui avait le droit d'exister et qui a été sauvagement interdite. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont changé, que ça sera beaucoup plus difficile d'interdire une presse homosexuelle, et surtout quand c'est une presse qui n'est pas pornographique. Quand, en 1978, en juillet 1978, j'ai l'occasion de rencontrer Michel Foucault par l'intermédiaire de Pierre de Ségovia et du groupe gay d'Amsterdam, je le rencontre rue de Vaugirard dans son grand appartement et je lui indique que j'ai un projet de presse gay. Je lui propose, s'il n'a pas une idée de titre, et il me propose Guêpier. Et je lui dis, mais pourquoi? Et donc c'est dans l'éditorial du numéro 0, pour être gay, et pour le pied, et pour échapper au guêpier des ghettos. Je crois que Guêpier quand même a été un média vraiment très important pour tout le monde, pour le gay, pour la société en général. Un journal, ça donne une audience beaucoup plus large qu'un tract. Un journal, si on a des lecteurs potentiels, on peut y arriver. Parce que je voulais absolument pas faire un journal parisien. C'était le journal de cette communauté homosexuelle éparpillée, et plus on est loin de Paris, plus on souffre. Le Guêpier me manque. Et tout de suite dans le journal, on sent très bien qu'une solidarité existe. Guêpier, je crois, était la plus grande entreprise gay en termes de masse salariale, de journalistes, d'employés en France. Et c'est les lecteurs qui ont fait le journal. C'est les lecteurs qui prenaient le courage, ils me l'ont toujours dit, ils me le disent encore, le grand frisson d'un jeune homme de 18 ans, c'est comme le baptême du feu, c'est d'aller jusqu'au kiosque et de demander Guêpier. C'est comme un come-out anonyme. Le Guêpier était, surtout à ses origines, et pendant plusieurs années, vraiment beaucoup plus proche de la réalité de la vie des gays. Le Guêpier ne pouvait plus être interdit, ce qui était quand même ma grande hantise. Il fallait pour cela que je m'appuie aussi sur des intellectuels de renom. Ils avaient entendu parler de mes élections avec Guy Hockenheim, et pendant l'attaque de la Pagode, il y a eu une pétition absolument incroyable, signée Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Philippe Solers, Jean-Paul Sartre. Ils étaient tous là. Donc on avait déjà fait le plein et il suffisait, entre guillemets, de le capitaliser. Guêpier n'est pas dissociable de ses lecteurs, c'est eux. Et quand on a eu plusieurs problèmes d'argent, on a fait appel à eux et ils souscrivaient. Petites annonces, briser toutes les solitudes. C'était d'abord ça qui était aussi pour nous important. Je lisais beaucoup Guêpier à l'époque. Quand j'étais à Paris, je l'achetais tous les mois et puis après toutes les semaines. Quand j'arrive à Paris à 17 ans, en 91, j'apprends que dans l'aventure du Guêpier, il y a quelqu'un en particulier qui émerge, et c'est Jean Le Bitou. Il n'y a pas d'identité. Par contre, il y a une culture. Et une culture, c'est-à-dire comment on s'organise. Cette société n'est pas du tout faite pour que deux garçons décident pas de faire l'amour, parce que ça, bon, ça passe, mais et un projet de vie, et un projet d'amour. Ça s'inscrit où dans cette société qui n'a absolument pas l'intention d'accepter ce genre de transversalité? Comme quand je dis que c'est quelque chose de mythologique, c'est réellement mythologique. Vous savez, à partir du moment où il y a des gens comme Foucault qui traînent, et puis d'autres personnes, Yves Navarre et tout ça, on rentre là dans quelque chose qui est très prestigieux. Hein. Cette
solidarité de Michel ne s'est jamais démentie et elle a permis à Guéppier de ne pas être interdit. On n'interdit pas Foucault. Quand Sartre faisait chier De Gaulle, le ministre de l'Intérieur lui disait « Non mais dites, faudrait arrêter Sartre, là il nous énerve contre la guerre au Vietnam, etc. » Et De Gaulle a répondu « On n'embastille pas Voltaire. » Et Foucault, je pense que c'était ça. Grande interview qu'il me donne en juillet 78, il est pour le premier numéro de Guéppier. On en parlait souvent. Il me disait oui, j'ai des choses à dire sur l'homosexualité, mais non, je ne veux pas être obligé de faire mon come-out. Quand le journal Guéppier a eu 1 an, je voulais marquer ça d'une très grande signature, donc après Foucault qui avait inauguré le numéro 1, je voulais un interview de Jean-Paul Sartre. Et donc j'ai écrit à Simone en lui disant voilà, je voudrais une interview sur la question homosexuelle, pour être très clair. Et voilà, et elle me téléphone avec sa grosse voix rugueuse, elle me dit bon, Jean-Le Bittou, jeudi midi chez lui, vous avez l'adresse? Je dis oui madame, merci beaucoup. Et voilà, et j'ai rencontré quelqu'un qui était très très affaibli. Il allait décéder 3 mois plus tard, il explosait, il était aveugle. Et j'y suis allé avec Gilles Barbedette et Claude Lochu. Et il a répondu d'une façon extrêmement lucide. Et cette interview a fait le tour du monde. Je l'ai offert à toute la presse gay internationale. Tout le monde était ravi qu'enfin, c'était la première interview sur l'homosexualité. Il a fallu des décennies pour que l'on reconnaisse ici et là-bas la déportation homosexuelle, les tortures et ce qui s'est passé. Il y a eu entre 100 et 150 000 homosexuels qui ont été arrêtés, 60 000 en Allemagne qui sont partis en prison, entre 10 et 15 000 qui se sont retrouvés dans les camps de concentration. Dès juillet 40, Vichy avait commencé à promulguer lois et décrets uniques. Le statut des Juifs, interdiction de la franc-maçonnerie, internement des étrangers, des communistes, et en 1942, le décret mettant l'homosexualité hors la loi. L'histoire, c'est toute l'histoire. La mémoire, c'est toute la mémoire. Quand on oublie un déporté, on oublie toute la déportation. Tous les livres d'histoire doivent être complétés par les horreurs que l'on sait désormais aujourd'hui. Cette mémoire doit être absolument inscrite dans l'histoire de France. Il y a eu des avancées grâce à M. Jospin et récemment grâce à M. Chirac en 2005. Cette déportation a existé en France. On doit absolument la reconnaître et la reconnaître aussi dans les livres d'histoire et faire que certaines fédérations de déportés cessent de nous dire que ça n'a pas existé puisque Pierre Selle était la preuve que ça a existé. Au moment où les Allemands sont arrivés dans les régions occupées, ils se sont emparés des différents fichiers. Pas en particulier le fichier homosexuel, également les autres. Je ne veux pas parler des tortures, ni des différents traitements. Ils laissaient pendre le condamné qui était mort, il le laissait des fois pendant 2, 3, 4 jours. Et les corbeaux volaient au-dessus. J'ai été dans le commando qui a construit le four crématoire. Ça, nous avons bien vu ce qui se passait, ce qui se tramait, et nous avons bien compris que le Struthof,
serait encore plus pénible que le camp où nous étions. Les tortures, la croix gammée sur la tête, mon ami mangé vivant par les chiens des nazis, de la Gestapo. Il a été déshabillé, on a un seau sur la tête, on lui a lancé les chiens sur lui, devant nous. Il y avait donc des centaines de personnes qui ont vu ça. Presque chaque nuit, je me réveille encore en hurlant. Depuis près de 50 ans, cette scène reste présente devant mes yeux, dans ma tête. Jamais je n'oublierai cet assassinat barbare de mon amour. Pourquoi se taisent-ils tous aujourd'hui? Sont-ils donc tous morts? Mais pour certains, se taire est peut-être la seule façon d'oublier. Moi, après des dizaines et des dizaines d'années de silence, j'ai décidé de parler, de témoigner, d'accuser. Je crois que les déportés homosexuels et les déportés des autres ne font pas bon ménage ensemble. Je crois qu'il y a là un litige qui est malheureux. C'est cette classification entre les différents déportés, c'est-à-dire les uns parce qu'ils sont peut-être plus patriotes, ou parce qu'ils étaient résistants ou anciens combattants, et tous les autres, c'est les déchets. Il s'est battu 20 ans pour que cette vérité soit vraiment inscrite dans le cœur même de l'histoire de France. Et pour nous, homosexuels, c'est le premier morceau d'une histoire qui enfin apparaît et que nous protégerons le plus longtemps possible malgré tous les bruits et la fureur de l'histoire. Cette mémoire est importante. Il faut qu'elle soit dans les livres d'histoire et que les livres d'histoire ne laissent pas de côté une partie de la société. Vous savez, la chasse à l'homosexuel, cela a existé et je ne suis pas sûr que dans certains cas cela ne perdure pas. Bonjour, vous êtes en direct de la Gay Pride Paris 2008. Un tiers de siècle que cette marche traverse Paris. Un tiers de siècle qu'elle n'a pas été attaquée par l'extrême droite. On va se faire. C'est pas là ? Ça cure à marcher. Quand existe la Pride perse. Ils croient que c'est depuis la Révolution française, hein. C'est comme ça, c'est comme le marais, ça fait 3 millénaires qu'on est dans le marais. En 92, 6 000 personnes. En 94, 20 000 personnes. En 95, 60 000 personnes. En 96, 100 000 personnes. Et en 97, 300 000. Aujourd'hui, c'est 500 000. C'est une victoire pour la différence. C'est une victoire pour dire qu'il y a des gens qui sont différents des autres.
pour la Gay Pride, dont je suis un des fondateurs, j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait une minute de silence à la fin de ces grands cortèges exubérants. Et cela a été obtenu et cela continue à fonctionner et j'en suis très heureux. La Gay Pride, c'est pas les homosexuels qui défilent, c'est tous leurs amis, leurs enfants, leurs parents, leurs voisins qui sont là, qui applaudissent. Et qu'est-ce qu'ils applaudissent? Ils applaudissent une fierté joyeuse. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est pas de la tolérance, c'est de l'intégration sociale. Oui, tout à fait. Et le gros problème, c'est pas l'homosexualité, c'est l'homophobie. C'est fondamental d'expliquer comment des gens issus du radicalisme des années 80 dirigent la Gay Pride pour justement passer d'une génération à l'autre. C'est le carnaval de Paris. Le dernier carnaval, c'était quand? C'était 1934. Il a été interdit parce qu'à l'époque, l'extrême droite voulait prendre l'Assemblée nationale d'assaut parce qu'ils aimaient beaucoup Hitler qui avait foutu en l'air le Reichstag. Et donc il y a eu en 1933 et 1934 des émeutes très très dangereuses où l'extrême droite a failli faire un coup d'État. La 4ème République a interdit les manifestations parce qu'elle pouvait dégénérer. Donc le carnaval, parmi plein de bals musettes et autres choses, a été interdit. C'est comme le jour des fous, tu sais, c'est comme les grandes fêtes du Moyen-Âge, où on se moque. C'est l'humour. La Gay Pride qui est devenue le contraire d'une manifestation. Oui. C'est une non-pride, puisque tout le monde est fier d'être là, et tout le monde est joyeux d'être là. Et tu soulignes, et tu as raison, que ça commence à ressembler à la foire du trône. Mais c'est une idée, une image qui est aujourd'hui hystérisée, exaltée, alors que les premières Gay Pride, et la première en 1977, était un enjeu purement politique, extrêmement dangereux. On pourchassait les photographes, c'est pour ça qu'il y a très peu de photos de toutes ces années-là, parce qu'on était déjà fichés, qu'on avait à peine eu le temps de dire un mot. Il faut absolument que cette communauté soit complètement solidaire. Il y a des Gay Pride dans le monde qui sont massacrés par la police, comme à Beyrouth, comme à Moscou. Il faut absolument que la liberté de l'amour existe. En revanche, je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes. Entre 85 et 95, les 3/4 de mes amis sont décédés de cette maladie affreuse. Je me suis impliqué longtemps dans l'association Aide en travaillant sur la prévention gay. J'ai aussi encouragé beaucoup de mes amis à faire de la prévention sida, à témoigner à la télévision, ce que j'ai fait moi-même dans une émission de Closette, parce que je pensais que ce drame ne pouvait pas être un drame privé, c'est un drame collectif. Les débuts de l'information sur le sida étaient surtout basés sur des rumeurs, sur du gossip, sur des informations médicales qui n'étaient pas du tout vérifiées, par une catastrophe vraiment médicale. Les années d'insouciance vont s'arrêter au milieu des années 80 avec l'épidémie de sida. Les homosexuels qui trouvaient que la vie finalement était douce se retrouvent
à venir ici souvent au Père-Lachaise enterrer leurs amis, ce qui permet quand même une mobilisation au-delà de la souffrance, et les associations de lutte contre le sida commencent à s'installer véritablement à partir de 85, que ce soit Arcade Sida, Aide ou Sida Info Service. Michel Foucault, mon ami, est décédé à 58 ans du sida, d'une septicémie gravissime et très violente qu'on n'a pas eu le temps d'authentifier, et à l'époque il n'y avait pas les moyens de sauver ce grand philosophe français. Et il est mort du sida en sachant à peine qu'il avait attrapé le sida à une époque où on ne savait pas très bien ce qui était en train de se passer. Toute cette idée qui était que le sida c'était une maladie en fait qui avait été créée pour empêcher les homosexuels de garder leur sexualité, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont cru. Et d'après les dates, moi-même j'étais déjà contaminé sans le savoir. C'est affreux, j'ai regardé des photos il y a 3 jours, ça je voudrais en parler aussi, quoi. C'est très lourd. Concernant beaucoup de créateurs atteints par le sida, que comme leur corps n'était devenu qu'un lieu de douleur, ils n'avaient plus qu'à faire quelque chose, c'était de s'occuper de leur culture. Leur corps n'avait plus qu'à terminer des livres, n'avait plus qu'à terminer des peintures et des chorégraphies. Et ça, je pense que le corps disparaît quand la maladie est trop douloureuse. Il y a le témoignage de Jean-Paul Aron, à la fin de sa vie, très très malade, qui dit « j'en ai assez, j'en ai assez ». Je ne sais pas très bien comment je m'en sortirai, mais j'ai toujours l'espoir. Je ne suis pas défaitiste. Ce que je sais, c'est que quand il y a le feu, on cherche où est l'eau, où est le seau d'eau. Donc là, je viens de passer 2 semaines à respirer les odeurs des hôpitaux et à regarder des bilans et des pronostics assez inquiétants, malgré le sourire embarrassé de mes médecins. Je vais me retrouver avec 14 chimios, hein. Je suis absolument pas sûr. Je sais pas ce qui va me tuer, si c'est pas la chimio ou les maladies. Et je pense que là, je dois absolument prendre en charge cette conscience. Je suis quelqu'un qui ne panique pas, et je pense avoir à peu près organisé ma vie pour faire que quand on m'annonce des choses catastrophiques, je puisse me dire que quand même j'ai un peu prévu cela, et comme cela fait plus de 26 ans que j'ai le sida, je crois bien avoir beaucoup réfléchi, et je me dis, ce corps détruit, ce corps abîmé, où je passe beaucoup trop de temps dans les cliniques et les hôpitaux, je suis à ses côtés, je sais qu'il est très abîmé, peut-être que c'est un peu de ma faute à certains moments, mais ce corps doit m'accompagner, et je dois l'accompagner pour terminer ce que nous avons à faire, mais nous ne jouirons plus. Ils ont disparu. Philippe Béraud, Fabrice Hémer, Klaus Nomi, Pierre Mardon, Michel Foucault, Marco Lemaire, Guy Hockenheim, Jean-Paul Aron, Coppi, Hervé Guibert, Antoine Pingot, Cécilio, David Girard, Franck Arnal, Mathieu Gallet, Alain-Emmanuel Dreuil, Alain Leroy, François-Xavier Benendic, Georges Donne, Jean-Pierre Mirallet, Philippe Guénéreau, Éric Eudeline, Vincent Legré, Michel Politis, Jean Blancard, Maurice Fleuret, Marc Baudin, Jean-Marie Coltès.
Jean et moi, on a pu avoir beaucoup de conflits ou alors de mots durs, mais il n'a jamais été question d'une sorte de remise en question de sa place très importante dans la création d'un mouvement gay en France, à un moment où il fallait faire et où c'était beaucoup plus dur de faire quoi que ce soit au début des années 70, au milieu des années 70 ou au début des années 80 que maintenant. Jean fait partie de ces personnes qui ont eu la clairvoyance véritablement d'appeler à cette libération. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens comme Jean qui ont battu pour qu'on ait certaines libertés, mais les libertés qu'on gagne, on peut aussi perdre. Dans un joli geste. Hommage à Jean Lébitou, l'ami intégral, mon frère. Une fatalité implacable s'est abattue sur nous ce jour du 21 avril 2010, en sèmant la désolation et l'effroi. Important à jamais notre affection, l'ami intégral, la pierre angulaire Jean Lébitou, à qui je rends ici un hommage vibrant. Les bruits. Parce que c'était déjà une bâtarde. Si tu veux voir ça fonctionne, c'est bien des produits de qualité. Monsieur Ibrahima Diarra, dit Ladri. Aujourd'hui, c'est l'artiste qui vous parle. Je suis triste. On a plein de projets de déplacement ensemble et pour continuer la lutte ensemble. Par exemple, moi, je n'ai jamais vu la mer. On ira voir la mer ensemble et voilà. On ira voir l'océan. L'océan, voilà. C'est la vie. Il faut accepter l'inacceptable. C'est comme un père. Les rapports entre fils et père, c'est très important. Moi, je n'ai pas eu de père, mais je pense que Jean était vraiment mon père. Ça a été mon amant. Et ça restera toujours l'amour. En définitive, toute la vie de Jean a été une quête éperdue de l'amitié, du don de soi, de l'excellence. En somme, la quête du plus-être qui a rayonné autour de lui, dans son entourage et dans ses activités, où sa contribution lumineuse va laisser désormais un grand vide. Ah putain, ça obtient le scoop. Ah, c'est une situation, voilà. Oh putain, alors il me faut une rue là. Tout en m'inclinant pour saluer Jean Lébitou, le combattant, le guerrier, l'infatigable, mon ami, mon frère. Perni u bina busi diga abi burusi ha. Aya me wa. Awo.